un atelier sur du salariat à la posture entrepreneuriale, voir comment est-ce que la posture, en quoi la posture, elle est centrale dans ce contexte-là, ce qu'est la posture et comment vous, suivant vos étapes dans un processus entrepreneurial, vous pouvez venir accompagner l'émergence ou la transformation de la posture. Quand je dis accompagner l'humain, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme ? Qu'est-ce que vous répondriez, vous ? Derrière l'humain, il y a quoi derrière le mot humain ? Quand on accompagne l'humain. Comment ? Ça, c'est la manière. Je ne parle pas de la manière dont on l'accompagne. Quand on dit j'accompagne un humain, c'est quoi à part l'enveloppe physique que nous avons devant nous? Il est constitué de quoi, l'humain? Des peurs, oui. Des pensées, oui. Ça, c'est la dimension cognitive, ouais. Alors, le corps, ok. Des valeurs aussi, oui, il y a ça aussi. Des besoins, on est fait de tout ça, oui. De l'expérience, ouais. Une histoire, un passé, ça fait partie de l'expérience. Enfin, on a tiré ou pas expérience de son passé, mais, non, mais c'est important parce que c'est là où on voit la différence qu'il y a entre l'histoire et l'expérience. Et l'expérience, elle est ou pas devenue une compétence. On va essayer de mettre des réalités derrière ça. C'est que une compétence, ça n'est pas un savoir. Une compétence est un savoir qui a été confronté dans un environnement donné pour produire un résultat donné dont on a conscience. Voilà. Bon, alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Alors je vous ai fait, vous l'aurez en PDF, un petit récapitulatif. On a des émotions, on a de la culture, on a des compétences, on a des motivations primaires, secondaires. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre motivation primaire et motivation secondaire? Motivation secondaire, c'est tout ce que je fais pour obtenir un résultat. Je voudrais monter ma boîte parce que j'ai pas d'emploi. D'accord, ok. Donc une fois que tu auras monté ta boîte, tu seras plus motivé puisque ça y est, tu auras eu le résultat de ta motivation. Non, je veux monter ma boîte parce que fondamentalement, c'est mon moyen d'élévation sociale. Ou c'est un moyen pour me faire du fric. Ou c'est un moyen pour prouver à mon père et à ma mère que je suis capable de faire quelque chose. Là, on est dans les motivations secondaires, c'est-à-dire celles que l'on trimballe pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie, on a un certain nombre de flux d'énergie, et moi, on va travailler sur l'énergie pérenne, l'énergie durable. Et puis, on a, comme vous le voyez, posture et comportement. Donc, l'objet de cette masterclass, elle est de travailler sur un des éléments de l'humain. Quand vous allez vous accompagner l'humain, soit en fonction de vos compétences, de vos savoirs, du temps que vous avez, ou de la mission qui vous est assignée, vous pouvez travailler sur les motivations, travailler sur l'affectivité, sur la psychologie, les rêves, les croyances, etc. Et puis si vous en avez pas le temps, pas la mission, ou pas forcément la compétence, parce que vous n'êtes pas forcément formé pour aborder la totalité de l'humain, vous allez pouvoir travailler au moins la posture et le comportement. Parce que l'humain, c'est tout ça, et que c'est l'humain qui produit le résultat. Dans mes formations, parfois, je fais un petit jeu quand je suis avec des gens qui sortent plutôt de grande école. Je mets un papier de document sur la table en disant que c'est un beau business plan qu'ils ont fait, puis je les fais sortir, et puis on attend. Puis au bout de 10 minutes, ils me disent « Bon, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « mais j'attends que le beau business plan que vous avez fait produise de l'argent. Puis on reviendra quand il y aura de l'argent. » Puis je fais le même exercice en mettant des paquets de billets de Monopoly. Je mets des paquets de billets de Monopoly sur la table, on sort. Puis après, les gens disent « Bon, qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « J'attends que ça fructifie. Parce qu'on a l'argent. Ça va faire des petits. » Non, non, ça marche pas. Ça, c'est un petit exercice, ça prend 10 minutes, mais les gens, ils s'en souviennent. C'est une petite gamification de la prise de conscience que vous avez de l'argent et vous avez une bonne idée, ça ne fait strictement rien. Ce qui va déclencher du résultat, c'est du comportement. C'est le fait qu'à un moment donné,
et là je vous redonne un petit élément de définition. On va travailler sur la posture ou le comportement. La posture ou le comportement, c'est l'entrée dans l'action. C'est le déclencheur de résultats. Je suis motivé mais je me bouge pas les fesses, ça marche pas. Je me bouge les fesses mais n'importe comment, ça va pas faire de résultats. Donc le comportement, il est absolument fondamental parce que c'est ce qui déclenche du résultat. C'est ce qui se déclenche du chiffre d'affaires, c'est ce qui déclenche du BFR, ça a des incidences extrêmement concrètes. Deux faces dans la posture. Vous avez une posture entrepreneuriale, elle est faite d'engagement. C'est l'intensité de la mobilisation dans l'action. Est-ce que j'y vais à reculons en rasant les murs ou est-ce que j'y vais franchement? L'intensité de l'action et l'apprentissage. C'est-à-dire la capacité, la potentialité à reproduire ou éviter l'action pour continuer à produire du résultat. Donc une posture entrepreneuriale, je vous invite à retenir au moins ces deux notions-là. C'est la posture, la capacité, l'engagement dans l'action, l'intensité et l'apprentissage. Et on va travailler un petit peu là-dessus, comment est-ce qu'on fait évoluer une posture. Avant de créer ou reprendre, 80% des porteurs de projets étaient salariés. Je suppose que vous avez les mêmes? Ok. Est-ce que vous saviez, vous, qui n'est pas salarié dans la salle? Est-ce que vous savez, les autres qui étaient salariés, est-ce que vous êtes au courant que le premier jour où vous avez été recruté, vous n'étiez pas compétent? Vous le savez ou pas? Le premier jour où vous avez été recruté, vous étiez incompétent. Vous n'aviez que des potentialités à le devenir, le compétent. Je vous refais l'histoire. Hein. Avant d'être efficace, on était tous débutants. Cadres, employés, ouvriers, même dirigeants sont débutants leur premier jour. Le premier jour où votre responsable vous a recruté, il a fait le pari qu'il allait vous donner les moyens de déclencher votre compétence. Et nous avons, en tant que salariés, ou même non salariés dans nos structures, on a développé nos compétences payées par l'employeur qui a misé sur notre humain. Hein, toute la complexité dont je parlais, les compétences, les motivations, etc., notre employeur, il a misé, consciemment ou pas, avec compétence ou pas, ça c'est un autre sujet, mais il a misé sur tout ce bazar, en espérant qu'avec les moyens qu'il nous donne, l'ordinateur, le bureau, le savoir, l'expérience, la bonne image de la boîte, etc., on allait déclencher de la compétence et donc du résultat. Et naturellement, il escomptait un résultat pour lui, responsable de l'entreprise, et puis, si possible, pour nous. Quand on crée une entreprise, on connaît son métier. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce que la question de savoir si quand je crée mon métier de restaurateur, je sais effectivement ce que c'est que le restaurateur, ou quand je crée mon métier d'électricien, je sais effectivement si je maîtrise le métier d'électricien, c'est un gros problème. Beaucoup de gens disent « je vais faire une formation d'électricien, j'aurai mon CAP d'électricien ». Mais quand j'ai mon CAP d'électricien, j'ai le diplôme et le savoir de l'électricien, mais comme je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas la compétence. Donc comme je n'ai pas la compétence, je n'ai pas le métier. Le métier, il s'acquiert par la confrontation de la compétence dans l'expérience. Alors là, il y a certains métiers pour lesquels il suffirait d'avoir un diplôme pour pouvoir l'exercer. Et puis vous avez des métiers, je prends le métier par exemple le métier de coach. Si vous avez des cadres ou des managers issus de grands groupes qui veulent devenir coach, le métier de coach, il ne se génère pas par une certification au coaching. La certification au coaching nous donne l'indication qu'on a bien suivi les cours et qu'on a compris les cours. Et c'est important, je vous donne des clés de repère parce que la personne derrière, devant vous, on lui a vendu de la formation comme étant le moyen d'acquérir de la compétence. La formation n'est pas le moyen d'acquérir de la compétence, elle est le moyen d'acquérir un savoir qui va se déclencher en compétence. Quand on crée une entreprise, on connaît son métier. Point d'interrogation, sauf celui de l'entrepreneur.
Et il va falloir l'apprendre plus vite qu'avant. Pourquoi ? Pourquoi il va falloir apprendre plus vite le métier d'entrepreneur qu'avant ? Quand vous avez été recruté, je vous ai dit, vous étiez... Moi, quand j'ai été directeur d'une plateforme initiative, le premier jour, j'étais pas compétent. J'ai commencé à être compétent au bout de pas 6 mois ou un an, j'en sais rien, parce que c'est la structure et l'expérience qui m'ont permis d'avoir la compétence. Mais pourquoi est-ce que quand je suis entrepreneur, il faut que je l'apprenne plus vite ? Oui, alors il va falloir l'apprendre plus vite parce qu'en face, il y a la concurrence, d'accord ? Et pourquoi il va falloir l'apprendre plus vite ? Pour se payer, oui, d'accord, oui. Ben oui, il va falloir l'apprendre plus vite parce que c'est nous qui payons. Si je mets une semaine à comprendre qu'un banquier, il n'est pas là pour aider. Un banquier, il est là pour financer. Si je mets une semaine pour comprendre ça, ou si je mets un an, ça n'a pas tout à fait la même conséquence en termes de compréhension du fonctionnement financier de mon entreprise. Si au bout d'un an d'une activité, je crois encore que le banquier, il est là pour m'aider, qu'il va m'apporter des sous quand j'en aurai besoin, forcément, je suis quand même en train de perdre mon temps. Donc, pourquoi est-ce que la compétence et la posture sont importantes ? Parce que c'est nous qui payons. Et en plus de ça, il y a de nombreuses personnes qui veulent nous vendre quelque chose. La création est un marché. Vous avez un certain nombre de prestataires, d'acteurs qui tournent autour des créateurs et qui cherchent à leur vendre des prestations. Une agence web, un référencement, un compte en banque, un expert comptable, le logiciel qui fait papa-maman, le truc facile qui en 3 clics nous permet d'avoir 100 000 € de chiffre d'affaires, enfin, tous ces trucs-là. Et il y a de plus en plus de monde qui veulent vendre de plus en plus de choses aux créateurs, de plus en plus facile et de plus, etc. C'est un marché. Et donc le créateur, il va falloir qu'il apprenne vite, parce qu'il y a un paquet de monde qui veulent leur prendre leurs sous, tant qu'il y en a encore. Tant qu'il y a encore du Pôle emploi, tant qu'il y a encore du CPF, tant qu'il y a encore l'argent qu'on a mis au capital, tant qu'il y a encore... il faut vite c'est normal. Donc là, il va falloir le prendre plus vite. Le salariat, et ce que je vous donne là, ce sont des clés... pour expliquer, pour aider la personne, et puis je vous donnerai quelques autres outils. Le salariat, c'est une réalité juridique. C'est la subordination à la responsabilité du dirigeant via ses managers. Je suis subordonné, la responsabilité juridique, elle tient du responsable juridique de la boîte. Mais le salariat, la pratique elle-même, elle diffère. Vous avez des salariés qui sont des vrais intrapreneurs. Vous avez des salariés qui sont des vrais esclaves. Vous avez des salariés qui sont des vrais co-entrepreneurs. Vous avez des salariés qui initient des choses. Vous avez des salariés qui ferment leur gueule. Donc le salariat, il est varié, il est multiple. Et donc il va ou pas déclencher des postures et des compétences différentes. Si je suis avec un chef autocratique, je ne vais pas déclencher une posture de prise d'initiative, de prise de risque. Si je suis dans un management de type sociocratique, je vais déclencher des postures m'autorisant à l'essai, à l'échec, à l'erreur, à la participation, etc. Donc je vais déclencher des postures entrepreneuriales, engagement et apprentissage. C'est pour ça que dans vos questionnaires, dans vos questions, au départ, vous allez vous interroger, je vous invite à vous interroger sur le vécu du salarié avant. Pas ses statuts, pas son métier. Le sujet, il n'est pas de savoir si vous avez été électricien. Oui, bonjour monsieur, j'aurais monté ma boîte d'électricien. D'accord. Est-ce que vous avez été électricien ? Oui, ça fait 20 ans que je suis électricien. Dans le schéma classique, vous allez vous dire, ça fait 20 ans qu'il est électricien, donc ça fait 20 ans, donc il est légitime.
Mais si ça se trouve, il était électricien dans une boîte, on lui demandait d'appliquer des process, qu'il se faisait taper dessus à chaque fois qu'il avait 1 minute de retard, que de toute façon, il n'avait aucune responsabilité sur les rendements, sur la qualité ou n'importe quoi. Enfin bref, il y a plein de situations différentes. Donc il a pu, dans son métier d'électricien, soit développer des postures entrepreneuriales, soit des postures qui sont anti-entrepreneuriales. Interroger non pas le métier qu'a fait la personne, non pas le diplôme qu'a fait la personne. C'est un des indicateurs. C'est l'indicateur du savoir, mais ce n'est pas l'indicateur de la compétence, encore moins de l'expérience et encore moins du métier. On peut être dans une TPE qui est autocratique ou participative. Il y a des grandes boîtes qui sont industrialisées, qui sont décentralisées ou participatives. Moi, j'ai géré des plans sociaux ou des plans de départ volontaires pendant une dizaine d'années. On s'est aperçu qu'au fil du temps, la qualité de recyclage des salariés de certains types d'entreprises devenait très compliquée. Alors, on s'intéresse pour le recyclage des capsules d'imprimantes ou des capsules de café, ce qui est très important. Mais par contre, on déverse sur le marché du travail des salariés qui n'ont aucune conscience de la différence entre la compétence, la qualité, les valeurs, etc. Et donc qui n'ont pas l'autonomie pour être réemployables. Donc interrogez si la personne en face de vous a dans son parcours des expériences, des contextes de management, des contextes d'entreprise, de culture, qui lui ont permis de développer un peu ou beaucoup une posture entrepreneuriale. Le premier endroit, quel est le premier endroit le plus légitime pour entreprendre? Quel est l'endroit le plus naturel où on peut entreprendre? Pardon? Dans son métier, oui, mais son métier, dans quel cadre? Dans le bénévolat. Dans le bénévolat, je ne suis pas sûr que dans le bénévolat, on apprenne la notion de... Alors, quand je dis entreprendre, parce qu'il existe plein d'entrepreneuriat, je dis entreprendre à titre économique. Hein? On peut effectivement entreprendre dans le bénévolat. J'entreprends d'aller construire une yourte au Larzac, ça ne relève pas de... Ça relève de l'entrepreneuriat, mais pas de l'entrepreneuriat économique. Quel est l'endroit le plus légitime où apprendre l'entrepreneuriat? L'entreprise. Oui. Alors, c'est effectivement un excellent endroit, mais l'endroit le plus légitime devrait être théoriquement l'entreprise. L'idée qu'on quitte une entreprise pour entreprendre est en soi une aberration. Ça veut dire que ne restent dans l'entreprise que des gens qui n'ont pas l'esprit ni la posture entrepreneuriale. Pas s'étonner que la boîte ne marche pas. Donc quand j'entends quelqu'un qui me dit « je quitte mon entreprise parce que j'ai envie d'expérimenter une idée, un projet, etc. et que je ne peux pas le faire dans ma boîte », je dis soit le patron il est débile et à ce moment-là effectivement il est temps de partir, soit le patron on a loupé une rencontre. Donc interroger les environnements dans lesquels la personne a pu exercer sa vie professionnelle. Parfois, il peut y avoir des univers professionnels qui consomment de la compétence, des talents et de la motivation sans les renouveler. On parle de développement durable, de renouvellement des énergies. Parfois, c'est de manière manifeste. Hein. Il y a des environnements professionnels qui sont objectivement mortifères, sur le plan humain ou sociétal. Et il y a d'autres environnements. Et ce n'est pas des questions de petite ou de grande boîte, hein, c'est des questions de typologie de management qu'ils font de manière plus ou moins évidente ou plus ou moins consciente. Donc dans les deux faces de la posture, vous avez l'apprentissage conscient et l'engagement. C'est l'assurance vie de l'entrepreneur. Si je m'engage de manière inconsciente, ça veut dire que ce n'est pas moi qui gère ma boutique. C'est la pub, c'est Facebook, c'est mon banquier, c'est l'injonction familiale, sociale, etc. Donc dans une démarche de réflexion, enfin, dans une réflexion de la posture, on va aller forcément sur une réflexion de la conscience. C'est pour ça que la posture, elle tient compte du niveau d'engagement.
Alors je vais passer là, puis vous l'aurez. La posture, elle permet d'assumer, vous, dans votre propre posture vis-à-vis des futurs entrepreneurs ou des candidats à l'entrepreneuriat, votre propre posture permet d'aider la personne d'assumer de ne pas tout savoir. Le mythe de l'entrepreneur polycompétent qui sait tout, qui peut tout, qui doit tout faire. C'est pour ça que l'épuisement et le burn-out est, je crois, 3 fois supérieur chez les créateurs d'entreprises que chez les cadres des grandes boîtes. Donc dans votre propre posture, le simple fait de dire « je ne peux pas tout faire », je ne fais pas tout. Et votre job à vous de chef d'entreprise, ça n'est pas de trouver la réponse, c'est de trouver les réponses. Et même l'auto-entrepreneur qui tond des jardins dans un petit village de 1500 habitants, il est patron d'un collectif. Il a des clients, il a des prescripteurs, il a des fournisseurs. Et vous avez en face de vous des gens qui peuvent avoir majoritairement délégué leur carrière à leur entreprise. Le taux d'utilisation des fonds de formation en France est dramatique. Qui utilise le plus les fonds de formation, les dispositifs de formation? Ceux qui sont les plus formés. Ben oui. Parce que le reste, ils ont été en délégation, en subordination complète, où ils disent, ben moi, en échange de mon salaire tous les mois, eh ben je délègue au DRH et à mon patron le soin de s'occuper de ma compétence. Mais il y a plein de DRH qui n'y connaissent rien en compétences. Il y en a d'autres qui sont excellents. Donc, allez chercher les informations qui vous permettent de voir comment la personne, dans sa vie professionnelle, a cherché et a réussi ou pas à démultiplier ses compétences. Alors, on a un changement de paradigme, c'est passer de salarié. Le salarié, c'est l'entreprise me donne les moyens de bien faire mon travail et mes résultats justifient mon emploi. Le travail est un droit, l'entreprise imprime des billets de banque, c'est aussi parfois une croyance. Le consommateur, il dit tout pour pas cher. La pub me fait rêver, parfois me crétinise, ou me manipule. J'ai plus qu'à penser, je suis pas responsable. Ça, c'est des postures. Si je me suis libéré de ces postures, je peux être dans une posture de créateur. Mon job, je dois donner à l'entreprise les meilleurs moyens qu'elle réussisse. Je suis au service de mon entreprise et c'est parce que je suis au service de mon entreprise et dont je défends les intérêts que cette entreprise va pouvoir me payer. Alors, j'avais un autre, il y a un autre, je vais un petit peu vite, voilà, ici. Est-ce que je vous ai suffisamment expliqué posture, engagement, apprentissage, en quoi est-ce que, 1, la posture vient déclencher des compétences, et 2, comment est-ce que vous pouvez, par vos questionnements, au départ d'un entretien, essayer d'identifier si la personne est née dans des environnements favorables à un bout de posture entrepreneuriale. C'est clair ou est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce sujet? Oui. Oui, voilà. Sachant que l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Je vais vous proposer un tout petit défi. À partir d'aujourd'hui, vous arrêtez de parler de l'entrepreneuriat. Vous parlez des entrepreneuriats. Quelle est la différence, le point commun qu'il y a entre un chômeur de longue durée qui clique 3 fois sur le site de l'URSSAF pour devenir micro-entrepreneur, ce qui est éminemment respectable, qui fera 0 de chiffre d'affaires, il y en a 200 000 quand même par an qui font ça, et celui qui vend sa maison ou sa voiture pour investir dans un projet auquel il croit. Le point commun, c'est que le Premier ministre, en introduction du Salon des entrepreneurs, il va mettre tout ça sous le chapeau entrepreneur.
c'est pas tout à fait la même réalité professionnelle, économique et sociale. Donc à partir d'aujourd'hui, quand vous allez parler d'entrepreneuriat, vous allez parler des entrepreneuriats. Et comme ça, la personne vous dit pourquoi vous dites des entrepreneuriats? Et vous ne direz plus les entrepreneurs, vous direz les différentes formes d'entrepreneuriat, les différents modèles. Comme ça, mais parce qu'on peut entreprendre différemment. Ah bah oui, il n'y a pas que l'auto-entreprise, la micro-entreprise ou le monter sa SASU pour entreprendre. On peut entreprendre en étant incubé dans une entreprise, on peut entreprendre en étant associé minoritaire, on peut entreprendre en étant d'abord dans une couveuse, on peut donc vous voyez, il y a plein de richesses. Oui, Alain? Oui. Oui. Bien sûr, bien sûr. Dans les questionnaires de diagnostic de compétences et d'agilité entrepreneuriale, dans l'entretien, il y a effectivement une zone qui parle des autres engagements. Est-ce que la personne elle a été syndic de sa copropriété ou pas? Est-ce qu'elle a été présidente ou engagée dans l'association de parents d'élèves? Parce que ce sont des endroits où on apprend deux éléments de la posture, l'engagement, la prise de risque. Sur les cinq, je vous les mettrai dans les 5 éléments qu'on engage dans l'entrepreneuriat, c'est l'argent, la compétence, le temps, l'énergie et les relations. Ça fait acter. A-C-T-E-R. Argent, compétence, temps, énergie, relations. Et acter, c'est intéressant parce que d'un point de vue sémantique, acter, c'est faire un choix et c'est agir. C'est une clé de lecture que je vous propose d'utiliser dans vos entretiens. Donc, dès le premier entretien, on va interroger les expériences de changement, d'engagement, d'autonomie, la nature des environnements de marché. Est-ce que la personne était dans des monopoles? Est-ce que la personne était dans des mondes très concurrentiels, dans des mondes changeants, pas changeants? On va interroger la nature des managements dont la personne a pu bénéficier ou subir. Et la manière dont tout ça, ça a été vécu. Parce que je rappelle que la posture, c'est la capacité, c'est l'apprentissage. Donc le sujet, c'est pas uniquement de savoir ce qu'on a vécu, mais ce qu'on en fait et ce qu'on en apprend pour soi. Et donc ce qui sera reproductible pour le projet, ou ce qui devra être acquis ou modifié. Si j'ai conscience qu'à chaque fois qu'on parle de l'argent, depuis 20 ans, j'ai tendance à laisser ça à mon chef, à mon collègue, il y a quand même une petite problématique qu'il va falloir gérer. Donc on va faire soit une formation, soit une psychothérapie pour se soigner de l'argent. Mais il va falloir résoudre le problème, oui. 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 Personne n'aime, nous les êtres humains, nous n'aimons pas changer. Ça nous emmerde. Si on peut arriver à tous les jours obtenir le même bénéfice sans s'en faire, pourquoi est-ce qu'on irait bosser, prendre du temps, changer, se confronter, si les bénéfices restent les mêmes? Le seul problème, c'est que la vie tourne autour de nous, le monde tourne autour, et puis parfois même de manière un peu plus vite. Donc la diversité des expériences est importante. Vous aurez quelques exemples donc des différents environnements dans lesquels une personne a pu évoluer. Alors, je vous propose 3 postures qui permettent de cheminer du rêve au réel.
On est OK qu'on a en face de nous des personnes qui, souvent, sont dans une démarche projective forte. Ils ont un rêve. Alors, entre rêver et rêvasser, c'est pas la même chose, hein. Ils ont un rêve de trouver un boulot, d'avoir de la reconnaissance professionnelle, de trouver du sens, de retrouver de l'équilibre. Bon. Et très bien, c'est un super moteur. Bon. Alors, il y a 3 postures que je vous propose de travailler. Il y a la première posture, c'est je confronte mes idées et mon projet sur le terrain. Faire une étude de marché sur Google, ça ne marche pas. Google ne donne à la personne que ce que lui, Google, en tant que place de marché, a envie de présenter en fonction des intérêts de Google. Et c'est pareil pour Facebook. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller sur Google. Ça veut dire que déjà, il faut savoir rechercher sur Google en utilisant les sémantiques et les clés de recherche qui vont bien, mais qu'on va sur le terrain. On rencontre systématiquement des clients, des concurrents, des prospects, des fournisseurs. On va sur le terrain. Et on va essayer d'utiliser la règle des 3. Si je dois choisir un expert comptable, je vois 3 experts comptables. J'ai un cahier des charges, j'ai 3 experts comptables et je choisis en fonction des 3. Si je dois valider mon idée, je vais rencontrer des populations de gens qui trouvent que mon idée elle est très bonne, des populations de gens qui trouvent que mon idée elle est nulle et qu'elle ne marchera pas, et puis des populations de gens qui ne savent pas trop. Si je ne vais faire mon étude de marché qu'en allant chercher la flatterie ou le besoin de reconnaissance, on ne peut plus... Tout ça, c'est légitime, hein, c'est de l'humain. Mais on n'est pas dans la posture entrepreneuriale. Donc si j'aime me questionner et affronter les complexités plutôt que me satisfaire des réponses toutes faites, je suis dans une posture entrepreneuriale. Je gagne en lucidité, donc en liberté et en autonomie. La volonté d'autonomie et la liberté, c'est un des leviers les plus importants aujourd'hui pour les créateurs. Dire, ah, moi, je veux plus de patron parce que je veux plus être emmerdé. Bon, d'accord, mais enfin bon, quand on a le banquier à la fin de la semaine à qui il faut qu'on assure qu'il y a les 2000 € qui sont rentrés sur le compte, le banquier, d'un point de vue managérial, je ne suis pas sûr qu'il soit plus souple que le petit chef qui veut des résultats. Tout ça, il y a des outils. C'est les outils de connaissance de soi, d'humilité, le courage, le réseau, les techniques d'entretien et la règle des 3 consultations que je viens de vous donner. Deuxième posture, je m'appuie sur des prestataires, des conseils, des associés choisis professionnellement. Si je choisis le banquier qui m'est proposé par la plateforme, je choisis le prestataire qui donne de l'argent à la plateforme. Donc c'est normal que la plateforme dise d'aller voir tel banquier parce que ça fait partie du deal. En revanche, si je ne vais voir que ce banquier-là, je ne fais pas mon boulot d'entrepreneur. Je dois aller voir 2 autres banquiers qui me sont donnés par des chefs d'entreprise. C'est pas que la plateforme, j'utilise plateforme parce que j'ai la culture initiative, mais ce n'est pas que la plateforme est illégitime pour me dire de travailler avec un tel, mais parce que le banquier, il utilise la plateforme comme étant un prescripteur pour récupérer des clients, ce qui est normal. Mon job, ma posture professionnelle, c'est d'aller chercher systématiquement les besoins, les compléments de compétences que je n'ai pas, puisqu'on ne peut pas avoir tout, en utilisant cette fameuse règle de 3. Je fais mon cahier des charges, quels sont mes besoins, je vais voir 3 personnes, si possible recommandées ou données par des chefs d'entreprise, qui sont quand même les plus légitimes pour savoir si un prestataire est bon ou pas, et après je peux comparer. C'est ça ce qui me permet de gagner en compétences propres et en intelligence collective. Le mythe de l'auto-entreprise ou de la micro-entreprise, c'est un mythe. L'idée que l'on pourrait réussir seul de manière simple, c'est un truc de dingue. En dehors du fait que fiscalement, réussir à faire payer des impôts sur des masses de chiffre d'affaires, c'est quand même un truc de dingue. Alors, c'est un autre sujet. Je me mets au service de la réussite de l'entreprise. Est-ce que ce qui m'importe, c'est de satisfaire mon besoin d'avoir un emploi, de gagner de l'argent, d'être reconnu? C'est légitime et on a tous besoin de ça. Ou est-ce que j'ai compris
que ce qui est fondamental, c'est de faire réussir ma boîte. Et que si pour faire réussir ma boîte, il faut que je n'en sois pas le chef unique, mais que j'ai un associé, eh ben je vais le faire. Si pour réussir ma boîte, je comprends qu'il vaut mieux que je sois dans une couveuse en attendant de me lancer, quitte à accepter que je ne sache pas tout, que je ne fais pas tout, que eh ben je le fais. C'est l'humilité. Donc ces trois postures, il y en a peut-être plein d'autres, hein, et on a peut-être d'autres idées à nous partager. Je me confronte. Je ne suis pas un consommateur qui se suffit d'avoir été flatté. Vas-y, osez créer. Vous êtes l'avenir de la France, etc. Donc il faut gagner en lucidité. Et la lucidité, c'est la clé de la liberté. Je confronte sur le terrain en voyant des gens, parce que c'est ça ce qui me permet de gagner en compétences. Et je me mets au service de la réussite de mon entreprise. Alors il y a un petit outil que je vous propose, c'est l'outil Acté. Donc, je vous ai dit, il y a 5 éléments qui sont des éléments qui permettent à l'entreprise de vivre. Et une entreprise, elle est faite, vous le savez, de débit-crédit. Donc je mets de l'argent pour gagner du temps, j'investis du temps pour être plus en relation. Donc vous avez dans ces 5 éléments, vous avez 5 manières de l'utiliser. Mon projet a besoin. Il a besoin de combien d'argent? Il a besoin de quelles compétences? Il a besoin de combien de temps? Moi, je suis sur un business qui est sur un cycle de conception, développement et de début d'appropriation de 6 ans. Et mon cycle de vente, il est de 3 ans. Effectivement, ça a quand même des incidences assez particulières sur mon énergie, sur la qualité des relations que je dois avoir autour de moi pour maintenir cette énergie, sur l'argent, parce que pendant ce temps-là, il faut bien crotter, et puis sur les compétences que je peux trouver pour essayer de raccourcir ce foutu cycle. Qu'est-ce que j'ai en magasin? Mon projet a besoin de 10 000, j'ai en magasin 2 000. Mon projet a besoin d'avoir une compétence en marketing numérique. Je ne vous parle pas du SEO, en marketing numérique. Est-ce que je l'ai ou pas? Et si je ne l'ai pas, la question c'est comment l'avoir? Et il y a 3 manières de l'avoir. Je me forme, je demande à une compétence externe, ou je prends un associé ou un salarié. Plus la compétence elle est stratégique, plus il faut l'intégrer. Qu'est-ce que je vais compléter moi-même? Sachant que plus je fais moi-même, plus je passe du temps. Donc plus je développe mes compétences, plus j'accepte de bosser beaucoup. Ah, et pourtant j'ai dit que je voulais équilibrer ma vie personnelle, professionnelle, etc. Oui, voilà. Et puis donc en bossant 10 heures par jour, 6 jours par semaine, est-ce que c'est avec ça qu'on va améliorer le niveau de lucidité qui me permet d'être libre, d'être autonome dans mes décisions? Pas sûr. Et qu'est-ce que je dois trouver ailleurs, en argent, en compétences, en temps, en énergie, en réseau? Et qu'est-ce que j'attends en retour? Il peut y avoir des gens qui me disent, moi j'ai plein de sous, mais en fait je l'investis parce que ce qui m'intéresse c'est de trouver du sens, du réseau, de me remettre en relation. Ok, pas de problème. C'est de l'entrepreneuriat à partir du moment où c'est conscient. C'est-à-dire que l'objectif que je poursuis correspond aux moyens que je vais mettre en œuvre. Et vice-versa. Alors, un outil absolu pour développer la posture. L'outil absolu pour développer la posture. Ils aiment bien les outils en général. Enfin, nous aimons tous les outils. Ça nous fait croire que les choses pourraient devenir simples. Hein? Un outil absolu pour développer sa posture. Ça marche dans tous les cas, pour tout le monde, dans toutes les situations.
Le, le questionnement, d'accord. Comment est-ce que je vais aller chercher du questionnement? On va tirer un peu la volonté. Comment est-ce que je comment je la, la volonté, comment est-ce que comment je challenge vraiment ma volonté pour que ça puisse développer mes postures. J'ai la volonté d'entreprendre, une grosse volonté d'entreprendre. Je veux entreprendre. J'ai décidé d'entreprendre. Là, j'ai la volonté. On est d'accord, ok? Comment est-ce que ça développe ma posture? Qui a dit ça? Bah oui, faut faire. Faut faire. C'est la confrontation au réel. L'avenir de la France, c'est pas l'intelligence artificielle, hein, c'est le retour de l'intelligence naturelle. Ok? L'intelligence artificielle, c'est quand on délègue à un ordinateur le soin de faire son boulot à sa place. Et c'est très utile, et je l'utilise. Parce que bien entendu, j'ai pas besoin, s'il y a des trucs répétitifs, etc., j'ai pas ma valeur ajoutée à faire des trucs répétitifs. Mais le fondement du truc, c'est pas que je me fasse intégralement piloter ma boutique par un algorithme, aussi intelligemment soit-il. Enfin, moi, dans mon aspiration, c'est j'ai envie d'être entrepreneur. Tout être humain est entrepreneur. Le simple fait d'être vivant nous rend entrepreneurs, créateurs et co-créateurs du monde. C'est anthropologique. La question, c'est de savoir si on entreprend des voyages, si on entreprend la famille, si on entreprend la culture, si on entreprend associé, etc. Pour ça que vous allez toujours parler des entrepreneuriats. Et plus le monde devient mondialisé, normalisé, numérisé, machin chouette, plus les gens, ils ont naturellement besoin d'entreprendre parce que c'est des êtres humains et comme c'est des êtres humains, ben, ils ont envie d'exister. Et que la reconnaissance, c'est un besoin fondamental. Reconnaissance, naître à nouveau avec. Et on n'est pas à nouveau avec quand on est tout seul à faire son petit business dans son coin. C'est la confrontation au terrain et aux autres. Surtout ceux qui contredisent. Si on me contredit, ça m'oblige à réfléchir. Si ça m'oblige à réfléchir, je deviens plus intelligent. Si je deviens plus intelligent, eh bien, je suis a priori un peu plus efficace. Oui. Oui. Oui, mais bien sûr. Sortir de sa zone de confort. Nous avons tous besoin de notre zone de confort. Et c'est précisément parce que nous avons besoin de notre zone de confort où on se ressource, où on prend de la respiration, où on relâche aussi l'adrénaline et compagnie. C'est précisément parce que nous avons besoin de cette zone de confort qu'il va falloir aller s'exposer de manière à être sûr que quand on va lancer sa boutique, on ne va pas se retrouver à bosser 12 heures par jour, 6 heures pour faire le chiffre d'affaires, ce que j'appelle le sablier monétaire, hein, c'est faire le rapport entre le temps que j'investis, le temps que je mets et l'argent que je gagne. On appelle ça le taux horaire aussi. Et le temps. Et je viens d'un pays où les 24 heures, on compte un petit peu plus qu'ailleurs. Je viens du Mans. Et le temps, c'est de l'argent. La personne qui veut créer vite, en suivant 3-4 formations sur Internet, il y a une forte probabilité, nul ne peut prédire l'avenir, qu'elle aille dans le mur. Sauf si, dans quel cas une personne qui veut créer vite, avec quelques trucs sur Internet, machin chouette, ça pourrait le faire. S'il a déjà un réseau de clients, oui, mais après, si une fois qu'il n'y aura plus de clients parce qu'en fait, il y a eu un retournement de marché, etc., il n'y a plus de clients, bah, pouf, ça s'arrête. Donc, moi, je ne m'intéresse pas à la création d'entreprise. N'importe quel imbécile peut créer une entreprise, il n'y a aucun problème avec ça. La question, c'est de savoir si on peut durer. Voilà, si on peut durer, si possible, au bout de 5 ans, en n'étant pas trop endetté, pas trop fatigué, si possible, un peu heureux. Donc le sujet, c'est pas uniquement d'avoir des clients. Ouais. Ben, on dépend tous de l'activité pour survivre.
Ah oui, d'accord. C'était quoi la question? C'était quoi la question? Dans quel cas ça peut marcher? Alors, alors, effectivement, je n'y avais pas pensé à ce cas. Dans quel cas ça peut marcher de se précipiter et d'aller uniquement sur Internet? Si on ne dépend pas de l'activité, si on fait un entrepreneuriat qui n'a pas d'enjeu financier de rentabilité, bah, effectivement, ça peut marcher. On est censé arrêter quand? Maintenant, d'accord. Bon, on va arrêter maintenant. Je termine quand même la question. Dans quel cas la personne peut aller vite en se suffisant de l'Internet? C'est quand elle a déjà un outil clé. Celui dont on vient de parler depuis 3/4 d'heure, la posture. Si la personne, elle a déjà l'expérience, elle a déjà la capacité d'engagement et d'apprendre, ça peut marcher. Moi, j'ai monté 7 boîtes. Le premier truc que j'ai fait en montant ma 7e, c'était de me dire, il me faut un copil avec des gens qui mettent des coups de pied derrière et qui m'apprennent des choses. Parce que ce que j'ai appris dans mes 6 boîtes d'avant, qui ont réussi ou pas, n'est pas forcément applicable à ma 7e. Et l'idée que je pourrais me croire que je suis le plus fort, le roi de la canne à sucre, parce que j'en ai fait 6, pas vrai. Ok, voilà, bah écoutez, on a terminé. Merci de... Alors, je vous mettrai dans le PDF les 5 investigations en mode réflexif qu'on mène dans un diagnostic, dans un bilan de compétences ou un diagnostic d'orientation entrepreneuriale. Soit vous l'intégrez, soit vous proposez aux personnes, avant de venir chez vous pour monter une boîte, est-ce que vous avez fait un diagnostic de vos compétences et de vos agilités entrepreneuriales? C'est la première étape. Ok? Merci.